Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve donc comme d'habitude pour se faire une vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. Et pour tout premier sujet, on va donc parler de Yamaha. Alors je sais, dans la précédente vidéo, je vous ai déclaré qu'on allait donc beaucoup moins parler des constructeurs japonais. Mais là, on a pu avoir donc de récents propos de Fabio Quartararo qui parle un petit peu de Jerez, du week-end de Jerez, mais aussi des essais de Jerez et du développement donc de la Yamaha. J'avais envie très rapidement d'en parler, mais surtout je voulais aussi me concentrer sur les propos du pilote test de Yamaha, Cal Crutchlow. On l'entend très peu quand même, le britannique, et il déclare des choses que je trouve très intéressantes sur justement la synergie entre l'équipe test et l'équipe d'usine et de tous les problèmes qu'on a pu avoir par le passé et qu'on essaie globalement de régler. Crutchlow a donc déclaré: au début, l'équipe de test c'était quasi inexistant. Aucune vraie synergie avec l'équipe de course. C'était comme un pilote isolé sur une Yamaha M1. Les échanges avec l'équipe de course sont désormais fluides. Les infos remontent efficacement au Japon, avec les récentes transformations chez Yamaha, notamment dans notre manière de procéder. On peut dire que l'arrivée de Max Bartolini a été un tournant. Je rappelle une nouvelle fois très rapidement que Max Bartolini est ce fameux ingénieur qui a perdu Ducati et qui a donc été recruté par Yamaha. Cet ingénieur que tout le monde semble absolument adorer et vante les mérites chez le constructeur japonais, mais aussi chez son ancien employeur. Et justement, Crutchlow insiste sur cet homme en disant: j'ai eu le privilège de travailler avec Max chez Ducati en 2014. Sur le plan technique, c'est le meilleur avec qui j'ai collaboré. Il joue un rôle décisif, surtout maintenant qu'il participe activement à nos tests. Voilà donc ces quelques déclarations du Britannique. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est vrai que ces derniers temps, il y a pas mal de critiques évidemment sur Yamaha. On en a déjà beaucoup parlé avec par exemple les nombreux propos de Fabio Quartararo. Mais une nouvelle fois, on voit que les choses sont en train d'évoluer. Et c'est vrai que les années passées, on a beaucoup critiqué justement le fait que l'équipe de test de Yamaha ne soit peu présente, qu'on fait peu de tests, que ça semble pas très bien fonctionner. Et d'après les propos de Crutchlow, les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer et ça va vers la bonne direction. Et ça, je pense que c'est aussi un point qu'il ne faut pas oublier, qu'on n'a pas spécialement du coup abordé dans les précédentes vidéos et les précédents sujets. Mais voilà, chez Yamaha, l'équipe de test commence aussi à être au centre du projet. On a une meilleure communication et ça se ressent, je pense, dans tout le projet, dans tout ce nouveau projet qui est, comme on a pu déjà le dire, révolutionné chez ce constructeur japonais. Espérons encore une fois que ça continue de la bonne manière. Et pour rester justement dans la positivité, franchement, avec ce sujet sur Yamaha, on parle que de choses positives. Aujourd'hui, on essaie d'avoir le sourire pour commencer. On va aussi donc se voir, comme j'ai pu vous le dire, les propos de Fabio Quartararo qui nous apprend que Yamaha va tester énormément de choses pour le week-end prochain et les tests de Jerez. Le programme était très chargé à Portimao. À Jerez, ce sera encore plus chargé. Puis il y aura 2 jours au Mugello. On va accumuler beaucoup de journées d'essai avec beaucoup de choses à tester. Beaucoup de choses arrivent et je pense que l'on va progresser petit à petit. Je pense que la quantité de nouveautés n'est pas le plus important. La qualité est meilleure que la quantité. Ils sont optimistes pour la qualité des pièces aéro qui arrivent. Je ne sais pas si ça sera à Jerez, au Mans, au Mugello ou à Barcelone, quelque chose comme ça. De 2019 à cette année, on a presque eu la même aéro. Cette année, c'est la première fois que l'on roule avec un style aérodynamique différent. En fait, on apprend. Depuis janvier, on a franchi des caps importants. Entre janvier et avril, il ne s'est écoulé que quelques mois. On ne peut pas totalement changer une moto et la mentalité en quelques mois. Mais on est optimiste. Je suis dans un autre état d'esprit en ce moment. Je ne suis pas vraiment concentré sur les résultats, mais sur le fait d'essayer d'améliorer notre moto. C'est sûr que c'est difficile parce que je suis un gagneur et que je veux finir aussi haut que possible. Mais parfois, je pense que c'est bien de faire des choses comme les expérimentations d'Austin. En parlant très rapidement d'Austin, on nous a déclaré qu'apparemment, lors de ce week-end d'Austin pour Yamaha, on aurait testé plus de choses que la saison 2023. C'est dire. Bref, Fabio termine par cette phrase qui vous fera peut-être avoir un petit rictus ou en tout cas un petit sourire de bonheur. L'objectif numéro 1, c'est de faire un missile pour 2025. Voilà donc les quelques déclarations du pilote français. On va pas en parler pendant 50 ans parce qu'on en a déjà tellement discuté dans les précédentes vidéos, mais une nouvelle fois avec ces récentes déclarations, on comprend bien que les choses sont en train de bouger, qu'on apporte énormément de nouveautés. Maintenant, le problème est toujours le même, il va falloir trouver le quelque chose qui va changer la donne et qui va permettre évidemment de construire ce missile pour 2025. Mais ce que je comprends aussi avec ces déclarations de Fabio, c'est que maintenant on a vraiment l'impression qu'on a entre guillemets abandonné
donner les résultats sportifs pour 2024, mais plutôt de développer le projet de Yamaha pour l'avenir. Et justement pour cette saison 2025, ce sont un peu des essais grandeur nature. On va se servir de toute cette saison 2024 pour développer cette Yamaha 2025. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou non? Je ne sais pas. J'ai envie de vous dire oui, parce que bon, on a bien compris que cette Yamaha 2024, elle était trop loin pour jouer véritablement le championnat du monde, des victoires, des podiums, même des top 5. Donc à quoi bon s'entêter, se frustrer comme on a pu le voir en 2023? Je pense que c'est donc plus intelligent de se dire ok, on met ça un petit peu en retrait, même si bon, le résultat est toujours évidemment au cœur d'un week-end pour un constructeur. On va se mettre tout de suite d'accord. Mais on comprend qu'on a vraiment cette envie de se concentrer sur le développement, de travailler sur l'avenir pour justement faire en sorte qu'on arrive le plus préparé possible en 2025 et surtout avec la meilleure moto possible. Et comme je le dis souvent à la fin des sujets qui concernent Yamaha, on croise les doigts. Allez, maintenant pour le deuxième sujet, on va donc parler un petit peu de BMW ainsi que Toprak. Alors si vous suivez le championnat 2024 de Superbike, je pense que vous n'êtes pas passé à côté sur le fait que Toprak est absolument exceptionnel dans ce début de saison. Il a déjà gagné 3 courses, 2 courses sur le circuit de Barcelone lors du deuxième week-end et il vient donc de gagner encore une course lors du week-end d'Assen, le dernier week-end en date de Superbike. Bref, Toprak est absolument bluffant parce qu'on sait qu'en quittant Yamaha pour rejoindre BMW, on avait beaucoup d'interrogations sur son niveau potentiel et personnellement je ne le voyais pas déjà aussi fort mais surtout peut-être pas capable de gagner aussi vite. Bon finalement il est toujours aussi bluffant. Mais rappelez-vous, dans les années passées on avait pas mal de rumeurs sur le fait que Toprak pouvait peut-être venir en MotoGP. L'année dernière ou il y a 2 ans, je me rappelle plus très bien, on avait des rumeurs qui étaient vraiment maintenant concrètes. On avait vu les déclarations par exemple de Lin Jarvis et de Yamaha d'un point de vue général et on a laissé un petit ticket possible pour Toprak de venir en MotoGP. Finalement ça ne s'est pas fait, mais on a bien compris qu'il y avait des chances peut-être à l'avenir de voir Toprak rejoindre le MotoGP. Et justement le pilote turc en a reparlé et on comprend que cette possibilité pourrait bien revenir. Il a déclaré donc à GP1: si je remporte le titre Superbike, je pourrais courir en MotoGP en 2026. Et je n'exclus pas cela. Si je devais aller en MotoGP, c'est parce que je recherche un défi stimulant. Alors ces déclarations font déjà assez plaisir parce que moi j'adore ce pilote et j'aimerais le retrouver en MotoGP, mais ce que j'aime encore plus c'est qu'il rajoute une petite phrase qui me fait plaisir aussi. Il déclare: j'aimerais que BMW aille en MotoGP et je pense que cela pourrait être parfait. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Et moi je vous le dis tout de suite, je ne rêve que de ça. L'arrivée de BMW en même temps que Toprak, ça serait absolument extraordinaire. Maintenant, je rappelle aussi ce qu'on avait déjà déclaré avec ce nouveau règlement. Le nouveau règlement va arriver pour 2027. Donc bon, imaginez que BMW arrive en MotoGP en 2026 alors qu'on va avoir un nouveau règlement juste après. Ça me semble compliqué, mais peut-être qu'on ferait la même stratégie que ce qu'est en train de faire aujourd'hui Yamaha. Ça veut dire commencer à tester des choses justement pour le nouveau règlement lors de la saison 2026. Une saison où BMW ferait donc ses premiers pas dans la catégorie. Bon, c'est une possibilité. Bon, là vous avez bien compris qu'on est plus dans le fantasme que la réalité. Je sais pas si ça va se passer, mais moi je croise les doigts. Alors c'est vrai que perdre Toprak pour le Superbike, ça serait quand même une grosse perte parce qu'aujourd'hui c'est un pilote qui réalise, comme on a pu déjà le dire, des choses exceptionnelles et il met la lumière sur ce championnat qui en a plus que besoin. Mais ça me ferait quand même plaisir d'avoir donc le pilote turc en MotoGP. Je pense qu'il mériterait clairement de pouvoir jouer un petit peu dans la catégorie reine. Et puis bon, pour BMW, on en a déjà beaucoup parlé. Je croise les doigts, je fais tout ce que vous voulez. J'espère que BMW va venir en MotoGP. Ça manque clairement, ça manque de plusieurs, même j'ai envie de dire, constructeurs dans cette catégorie. Et si c'était BMW avec les fonds, l'argent qu'ils ont, je pense qu'on pourrait construire un projet absolument génial. Allez, maintenant on va donc parler d'un autre constructeur européen, c'est Ducati. Alors dans des précédents sujets et précédentes vidéos, on avait donc pu voir pas mal de rumeurs, mais surtout des déclarations, par exemple de Gigi Dall'Igna, qui nous déclarait que Ducati avait envie, entre gros guillemets, de se séparer d'une équipe en MotoGP parce que les coûts étaient tout simplement trop élevés. Et on a eu donc énormément de rumeurs. Est-ce qu'on va perdre Pramac? Est-ce qu'on va perdre la VR46? Et on continue toujours d'avoir de très grosses rumeurs. Alors dans un premier temps, c'était plus la VR46 qui se rapprochait Yamaha. Finalement, récemment, on a appris qu'apparemment ils avaient refusé et qu'ils devraient être très proches de signer chez Ducati. Alors on a eu aussi des rumeurs chez Pramac, dans un premier temps pour possiblement donc quitter Ducati, pas spécialement uniquement pour rejoindre Yamaha, on parlait aussi de possiblement donc rejoindre KTM. Puis ensuite on a eu donc des propos de Gino Borsoy qui nous a donc déclaré que finalement non, ça n'allait pas se faire. Et puis on a eu des rumeurs qui nous disaient que
ah finalement Pramac est très proche de quitter Ducati. Donc bon, c'est tout un bazar, cette histoire c'est tout un bazar, mais récemment on a donc eu les propos du directeur sportif de Ducati et on a l'impression que les plans ont changé. Finalement on voudrait donc garder toutes les équipes et donc garder Pramac, Gresini et donc la VR46. Il a donc déclaré: nous avons ouvert des discussions avec VR46 et Pramac. Notre objectif est de maintenir la configuration actuelle pour l'avenir. J'aimerais que Pramac et VR46 restent l'année prochaine et pour les années à venir. Alors clairement, je ne sais pas ce que c'est que ce bazar de déclarations et de rumeurs. C'est pour ça qu'on va passer très vite sur ce sujet. Bon, je vous en parle parce que une nouvelle fois, c'est une actualité et si jamais vous suivez ce genre de choses et que vous attendiez d'avoir des nouvelles sur Pramac ou la VR46, voilà, je vous en parle. Je vous montre donc les propos du nouveau directeur sportif de Ducati. Je comprends pas trop, parce que d'un coup on nous déclare que globalement on veut se séparer d'une équipe, puis finalement non, et c'est comme pour les rumeurs avec Pramac et la VR46, un coup c'est oui, un coup c'est non. Bon, c'est vraiment le bazar et je pense que ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est tout simplement attendons qu'on ait la réponse finale à toute cette histoire. Allez, maintenant pour dernier sujet et pour terminer cette vidéo, on va donc se voir les propos de Marc Marquez, le pilote espagnol qui commence à entrouvrir la porte de son propre marché des transferts. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs et beaucoup d'interrogations sur la saison 2025 de Marquez. Va-t-il rejoindre KTM? Va-t-il rejoindre Ducati Usine? Va-t-il rester chez Gresini? Mais d'abord, on va donc se voir ses propos et c'est assez intriguant. Il a donc déclaré: le marché s'annonce passionnant. Il faudra du temps pour conclure les accords. Chaque constructeur a sécurisé un pilote vedette. Une fois que Ducati a choisi Pecco et Yamaha Quartararo, Aprilia sélectionnera l'un des deux prochains pilotes. Pour moi, toutes les options restent ouvertes. Être rapide sur la piste ouvre de nombreuses portes. C'est mon objectif. Et il conclut en disant: je me plais ici et je me sens compétitif. Je suis prêt à écouter toutes les propositions. Sacré Marc Marquez, il sait la gérer, la communication. Il sait faire clairement et toujours avoir cette petite ombre de suspense sur son avenir. En tout cas, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi Marc Marquez il a décidé de signer chez Gresini une équipe satellite. Alors déjà, c'est pour être de nouveau aux avant-postes, de nouveau s'amuser, et il en avait plus que besoin après toute l'aventure Honda et les dernières années chez Honda qui ont donc été extrêmement frustrantes. Mais surtout, c'est aussi montrer qu'il est toujours très rapide, qu'il est toujours capable justement de jouer devant pour avoir de nouvelles offres possibles, probables pour 2025. Et c'est aussi pour ça qu'il a justement un an de contrat avec Gresini pour que la porte reste ouverte pour cette future saison. On sent qu'il y a eu tout un plan qui a été quand même réfléchi au sein donc de la stratégie, on va dire, de Marc Marquez ou des équipes de Marc Marquez. Donc j'imagine qu'il y a vraiment une envie d'essayer de viser quelque chose, mais cette envie, on a toujours beaucoup de mal à l'imaginer. Alors on peut évidemment imaginer que ce soit chez les Rouges. Maintenant, moi, comme on a pu déjà en parler dans une précédente vidéo, ça me semble compliqué et c'est aussi donc l'avis de Ricard Rové qui est souvent très bien renseigné. Il a déclaré: qui mène le championnat? Martin. Qui est deuxième? Bastianini. Et qui est en jeu pour la moto officielle? Ces deux-là. Cela se décidera d'ici le Mugello. Ducati doit prendre cette décision calmement, basée sur la méritocratie. Mais Jorge Martin a déjà déplacé des cartes à son avantage. Pour moi, Marc n'est pas dans cette équation car je le vois ailleurs. Et ce ailleurs, on en avait donc déjà parlé dans une précédente vidéo avec les propos de Jorge Lorenzo. C'est tout simplement de rejoindre KTM. Et je pense que Ricard Rové pense aussi à ça. Maintenant, je continue de me dire, ça me semble vraiment très compliqué d'imaginer cette possibilité. Maintenant, que ce soit Lorenzo ou Ricard Rové, ce sont des hommes qui sont bien mieux informés que moi. Donc, je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que l'on ne sait pas ? Mais chez KTM, on sait que dans le team usine, Binder a re-signé. Oui, Miller peut peut-être perdre sa place, mais je pense que Pedro Acosta la prendra. Et c'est vrai que j'ai du mal à voir Marquez quitter le giron Ducati dans un team satellite pour rejoindre un autre team satellite. Alors après, l'Espagnol avait déclaré que lui, ce qu'il recherche, c'est pas spécialement la meilleure équipe possible, mais c'est la meilleure moto possible. Donc essayer d'avoir la meilleure moto. Donc que ce soit dans le giron Ducati. Après, ça peut aussi fonctionner chez KTM. Si par exemple il va dans l'équipe satellite de KTM, chez GazGaz, il aura la moto de la saison en cours. Il aura une KTM 2025. Parce qu'il faut rappeler que KTM donne des motos d'usine au team satellite. Donc peut-être que ça convaincra Marc Marquez de rejoindre GazGaz. Je sais pas, maintenant en plus chez GazGaz, je vous rappelle qu'il y a le sponsor Red Bull. On aime bien lier l'avenir de Red Bull et de Marc Marquez. Alors pourquoi pas, tout simplement pourquoi pas. Mais bon, moi je campe un peu sur mes positions.
je pense que Marc Marquez va rester au sein du giron Gresini. Il est avec son frère, il est dans une bonne équipe, il est en train aussi d'apprendre aux côtés donc de son équipe, enfin de se familiariser plus précisément aux côtés de son équipe, et je pense qu'il va donc rester au sein de Gresini pour peut-être une saison supplémentaire, mais je pense qu'il va surtout essayer d'avoir une moto de la saison en cours pour la saison prochaine, donc une GP25 pour la saison 2025. Ça me semble être l'une des choses qui pourrait faire en sorte que Marquez reste chez Gresini, mais de toute façon, même s'il n'obtient pas ça, ça va quand même être compliqué d'avoir, entre guillemets, une meilleure offre chez d'autres constructeurs, sportivement surtout, je parle, parce que bon, c'est pas facile, et on sait que ce marché des transferts va sûrement être mouvementé, mais en même temps, dans les meilleures places, entre guillemets, c'est pas mal bouchonné. Donc voilà, en tout cas, je vous embête pas plus sur ce sujet marqué d'interrogations et de rumeurs. Alors je sais évidemment que ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans les vidéos, d'avoir des sujets plus concrets, mais aussi des sujets où on blablate, on discute un petit peu de l'avenir. Moi, vous savez, encore une fois, que j'adore ça, et voilà, je le trouvais aussi intéressant et intriguant de parler un petit peu des dernières déclarations de l'Espagnol, parce qu'il laisse clairement un flou sur son avenir. Bon, j'espère en tout cas que ça vous a plu, c'est bien ça le plus important, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours, vendredi, pour le débrief de la première journée du week-end du MotoGP sur le circuit de Jerez. Je vous dis bye bye les potes, ciao.